Salut, salut, ciao à tutti. Bienvenue, bon retour sur le canal de Cédric. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai peut-être pas choisi le meilleur moment pour en faire une nouvelle, je sais pas, vous me direz. En tout cas, j'avais envie de revenir sur le cinquième derby de la ville de Milan entre l'Inter et l'AC Milan. 5 derbys cette saison, aucune victoire pour l'Inter après la magnifique période des derbies qui s'enchaînait depuis le 22 avril 2024. L'histoire a un petit peu changé et là, on est un petit peu plus un an et 2 jours exactement. Donc 5 derbies, 3 matchs nuls, 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 3 défaites, une par compétition. La Supercoupe, 3-2, le derby aller, 2-1. Et donc ce mercredi soir, 3-0 et 2 matchs nuls. Bien là, la demi-finale aller qui au final te change pas grand chose, un but partout, et puis donc en championnat un but partout de début 2025 où tu es revenu d'ailleurs pour en commun lors des 4 derbys joués à San Siro cette saison. 4 fois l'Inter a subi l'ouverture du score pour donc 2 défaites et 2 nuls. Défaite qui fait mal forcément lorsque tu perds 3-0 en derby, même si ce n'est que la Coupe d'Italie et que très clairement dans la hiérarchie de la saison de l'Inter, il s'agissait du troisième trophée par ordre d'importance. Mais bon, malgré tout, défaite, et surtout une défaite qui intervient dans une période où on sent que l'Inter est un petit peu au bout du rouleau. Comme s'il n'y avait plus d'essence dans l'avion ou la voiture Nerazzurra. Et j'ai envie de revenir là-dessus, où encore une fois, dans une équipe de l'Inter qui s'est éteinte, puisque c'était plutôt pas mal en première période d'ailleurs. Il y a des occasions, et tu subis un but sur la première opportunité. Malgré tout, ce qui pose question rapidement, pour revenir sur les derbies de la saison, c'est que l'Inter, j'ai l'impression, les a perdus, ou en tout cas ne les a pas gagnés, en faisant souvent plus ou moins le même plan de jeu, un plan de jeu où c'est un combat de boxe en fait. Chaque match, à chaque fois tu voulais répondre, à chaque fois tu voulais acculer l'AC Milan dans son camp, tu voulais montrer ta supériorité, à part peut-être le derby aller de championnat en septembre où l'Inter a complètement raté son match. C'était 3-4 jours après Manchester City, et là c'était un non-match complet. Mais tous les autres, à chaque fois, l'Inter, comme s'il avait un petit peu péché aussi par arrogance. Parce que s'il y a bien une qualité qui est reconnue à l'AC Milan, c'est très clairement cette qualité offensive sur le côté gauche. Leao, Théo, lorsqu'ils ont envie de jouer, sont dévastants, tout le monde le sait. Et si tu leur laisses 30, 40, 50 mètres comme ça de champ, tu le payes. Et ce mercredi soir, certes, l'AC Milan n'a qu'une vraie occasion en première période et Jovic marque. Petite parenthèse, encore une fois, Stéphane De Vrij n'est pas au marquage du numéro 9. Allez voir tous les buts que prend l'Inter lorsque Stéphane De Vrij est sur le terrain. Il est rarement responsable, mais il n'est jamais sur le joueur qui marque, que ce soit le numéro 9, je ne vais pas faire toute la liste, mais sur les dernières semaines, derniers mois, et même, c'est un fait qui est assez récurrent dans sa carrière, il échange bien volontiers le marquage quand un Acerbi ne te lâche pas le numéro 9 tout le match. C'est 2 défenseurs très différents. Mais voilà, bref, parenthèse refermée sur le premier but de Jovic. Mais donc, une équipe de l'Inter qui, en première période, 2 fois Aslani, mais aussi Bissek 2 ou 3 fois, ont repris Leao au dernier moment. Bissek, d'ailleurs, qui est sûrement le meilleur joueur de l'Inter, le seul qui a surnagé dans cette rencontre du côté des Nerazzurri. Mais même Aslani, au final, qui défensivement, enfin, a plutôt fait des bonnes choses, alors que très souvent, on lui reproche, et je pense à juste titre, de manquer de cela, justement, de manquer de ce genre d'intervention défensive, de ces retours défensifs. Et si lui et Fratesi ne jouent jamais ensemble depuis plusieurs mois, c'est parce que lorsqu'il y a les deux titulaires ensemble, entre Fratesi qui se projette et qui laisse des trous béants dans son dos et Aslani qui ne sait pas couvrir, et chaque fois, ça passait toujours dans cette zone-là. L'Inter prenait beaucoup de buts, ou en tout cas concédait beaucoup d'occasions, et donc Inzaghi a dit stop. C'est l'un ou l'autre, et on le voit, regardez les compositions d'équipe depuis un moment, c'est l'un ou l'autre. Là, Aslani a joué avec Barella et Mkhitaryan, et certainement dimanche, on aura Çalhanoğlu avec Fratesi et Barella, puisque Mkhitaryan sera suspendu. Il met très très rarement les deux ensemble. Il l'a fait seulement lors de matchs de Coupe d'Italie cette saison, lorsqu'il y avait un turnover assez important.
Donc voilà, mais en tout cas, l'Inter a subi ce but. On a l'impression en fait, que le match s'est arrêté au 1-0 et surtout au 2-0. Au 2-0 en début de seconde période. Derrière, on a senti que... Alors oui, il y a eu un petit peu de révolte, il y a eu une équipe qui a continué à attaquer. Il y a l'occasion de De Vrij qui est proche un petit peu de relancer le match. Mais c'est comme si les joueurs, je suis allé un petit peu loin. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé en étant en tribune. Et vraiment, ça vaut le coup d'aller chercher l'égalisation, parce que s'il y a égalisation, ça veut dire prolongation. À 1-0, déjà, il fallait dire, bon, maintenant, il faut gagner 2-1 à la 90e, ça va être dur. À 2-0, on va faire 3-2, non. On ne va pas y arriver parce qu'on est fatigué, parce que depuis plusieurs matchs, à la 60e, on n'a plus d'énergie. Et c'est surtout ça le point sur lequel je voulais évoquer, qui est un petit peu le cœur de cette vidéo, c'est que l'Inter est en ultra gestion depuis des semaines. Et on a l'impression qu'en fait, chaque match, elle a 5 minutes de moins d'autonomie. Avant, c'était 70 minutes, puis 65, puis 60. Et là, tu as l'impression que c'est du 50-55. Contre Bologne dimanche, pareil, bonne première mi-temps dans l'ensemble. Et puis, tu as 2-3 opportunités en première période de marquer. Tu ne le fais pas, seconde période, tu te dis, bon, 0-0, c'est bien. On garde un point d'avance sur le Napoli, ok, on s'en contente. Puis il y a une touche, la tête de Bissek, ça revient, le geste exceptionnel d'Orsolini, t'es aussi malchanceux en plus. Mais tu payes aussi ta gestion. Pourquoi tu fais rentrer Bissek et pas Zalewski? Parce que tu penses pas à aller gagner le match 1-0 contre Bologne, qui est plus frais que toi, qui est dans un moment très positif, avec des joueurs frais, avec des joueurs en forme, avec des joueurs de qualité. Orsolini qui rentre, voilà, t'as Orsolini sur le banc du côté de Bologne. Inzaghi se retourne, il avait Taremi, il avait Arnautovic à 30%. Et donc, il s'est dit, bon, mais je sors Correa, je mets Taremi. Et Taremi a fait sa petite promenade désormais habituelle. À Bologne, c'était comme ça. Et là, contre Milan, c'est un peu la même chose. Tu étais en gestion. Et donc, à 2-0, tu te disais, c'est quasiment impossible de revenir à 2-2. Et pour le faire, il faut qu'on mette encore plus d'énergie. Et c'est aussi pour ça qu'Inzaghi fait 4 changements. Alors, ce n'est pas des changements où il jette complètement le match, parce qu'il fait rentrer Çalhanoğlu, par exemple, et il laisse Lautaro sur le terrain. S'il avait voulu complètement balancer le match, il mettait Arnautovic, Correa devant. Au milieu de terrain, il mettait Fratesi avec Berenbruck. Et puis voilà, et puis il disait merci, puis c'est pas grave si on perd 4-0. Donc, il n'a pas jeté le match, mais en même temps, il a quand même sorti Di Marco, qui n'avait plus d'énergie. Qui est toujours le cas depuis un moment maintenant, après 60 minutes, et même Barella, parce que Barella devra jouer 90 minutes, certainement contre la Roma dimanche, et aussi en Ligue des Champions, et il avait déjà joué quasiment entièrement les précédents matchs. Donc il était tout de même dans une gestion qui se comprend, même si les 4 changements, clairement, aussi signifient la fin de la rencontre, et donc cette défaite et cette élimination. Mais donc maintenant, c'est la suite surtout qui est intéressante, parce qu'on voit une équipe qui est sur les rotules. On l'a vu même contre le Bayern Munich déjà. On l'a vu contre l'Udinese, on l'a vu contre Parme, on l'a vu donc contre Bologne, très clairement. C'est une équipe qui souffre. Or, il reste encore un mois et tu arrives dans le moment clou de la saison où tout se joue. Le problème, c'est que tu arrives au moment clou de la saison et que tu n'as plus d'énergie. Alors, c'est le cas de beaucoup d'équipes en Europe, on le voit. Circonstance aggravante, j'ai envie de dire, pour l'Inter, c'est que l'Inter est une équipe âgée, c'est pas une nouveauté. 31 ans de moyenne d'âge, l'actuel 11 qui joue, c'était 31 ans et 100 jours, je crois, de mémoire contre le Bayern Munich. Le Bayern Munich, c'était 28 ans, le Barça, c'est 26 ans, le PSG, c'est 25 ans. Donc, Arsenal, pareil, c'est 26 ans, je crois. Donc, ce sont des équipes d'un côté, certes, qui jouent tous les 3 jours, mais qui ont tout de même de la fraîcheur, de la jeunesse. De ton côté, tu es une équipe âgée. Et j'en parlais avant, t'es remplaçant Arnautovic, qui certes en ce moment, lorsqu'il est titulaire, fait une mi-temps de qualité. Le problème, c'est qu'il fait un match et derrière, pendant 2 semaines, il est de côté à être en gestion pour pouvoir jouer 5-10 minutes parce qu'il a mal au dos et parce qu'il n'arrive pas il n'arrive pas à enchaîner, il n'a plus la capacité physique. Et il a son âge, il va avoir 36 ans ou il a 36 ans, donc c'est comme ça. Henrik Mkhitaryan fait un match somptueux contre le Bayern Munich. Bologne-Milan, là, les 2 matchs, je pense que c'est 2 des pires matchs de son aventure à l'Inter. Et là aussi, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose. C'est comme ça, il fait ce qu'il peut avec l'énergie qu'il a. Et à son âge, c'est déjà bien. Darmian, qui enchaîne les 80-90 minutes sur le côté droit, tout à fâche sur tout le côté. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher à un moment donné? Il fait ce qu'il peut défensivement, il se projette, il se procure même une occasion par match, il fait un centre ou deux, il fait ce qu'il peut. Mais cette équipe-là de l'Inter,
avec cet âge-là, et en plus, circonstance aggravante, actuellement, sans Thuram et Dumfries, qui sont les deux joueurs qui te créent de la profondeur, ça devient vraiment compliqué parce que tu n'as pas Thuram et Dumfries, donc, qui sont les seuls joueurs qui peuvent te permettre justement d'avoir cette capacité-là de lancer en profondeur des ballons, puisque Di Marco n'a pas la condition physique actuellement et Carlos Augusto, qui le remplace bien, très bien même, auquel tient en tout cas le rôle, n'a pas les mêmes qualités. Donc tu n'as pas ce que tu perds avec Thuram et Dumfries, tu récupères avec d'autres choses particulières, puisque le dribble, c'est l'autre domaine dans lequel ça fait des années qu'on a ce débat. L'Inter est l'équipe qui dribble le moins en Serie A, le moins en Europe, 3 dribbles en moyenne par match. Sauf que tu n'as pas côté de dribbleur. Tu as juste Zaleski, oui, effectivement, qui en plus, lorsqu'il rentre, fait plutôt des bonnes choses. Mais à part ça, tu n'as personne qui est vraiment dribble, qui te crée les différences. Donc si tu n'as pas le joueur qui crée des différences à lui tout seul, et si tu n'as pas la profondeur, tu n'as plus rien. Et donc tu te retrouves à devoir faire le jeu que tu fais de passes et tu marques des buts, soit sur des actions incroyables contre le but de 1-0 contre le Bayern, soit sur coup de pied arrêté comme contre le Bayern. Mais sinon, ça devient très très compliqué. Et surtout que l'Inter, pendant ce temps, continue à subir par des petites erreurs, par des petites fautes d'inattention, par de la fatigue. Et donc voilà, donc c'est vrai que là, on se retrouve donc fin avril avec la Roma et le Barça à jouer, avec un effectif qui semble cuit. Et tu n'as pas le temps, bien sûr, de récupérer de l'énergie, puisque ce sera seulement la semaine du 11 au 18 mai, la semaine où il y aura la finale de la Coupe d'Italie, qui sera la semaine libre, enfin la première pour l'Inter libre depuis février. Donc, on est compte en dehors de la trame internationale où tu as tous les joueurs quasiment de l'effectif qui étaient un petit peu éparpillés aux quatre coins de l'Europe et même du monde. Donc voilà. Et je voulais, pour terminer cette vidéo, prendre sur un point sur pourquoi l'Inter a tenté de jouer sur tous les tableaux. Puisqu'elle aurait pu aussi, comme l'a fait le Napoli, qui a décidé volontairement. Alors, tu ne décides pas volontairement de perdre un match, mais si le match, tu mets 11 remplaçants et que tu le prépares de façon légère, c'est-à-dire que surtout les détails, tu ne les travailles pas forcément, tu fais une analyse vidéo moins approfondie, déjà tu envoies le message à ton effectif, à tes joueurs que bon, ce match, tu t'en fous un peu. Et donc, bizarrement, ce match, tu le perds. Voilà, il n'y a pas de secret. Sans jeter un match, c'est tellement, le football est tellement devenu un sport de détails, de travail, de haut niveau, de tout, que toi, il suffit que toi, tu abaisses un petit peu le côté qualitatif de ton travail, tout de suite, tu perds des matchs. Donc, voilà, ça aurait pu avoir cette possibilité-là contre l'Udinese, voire contre la Lazio, sachant que tu avais le risque derby. Et que même lorsque tu joues contre la Lazio, tu le sais même, que c'est même pas le risque, tu sais que c'est le derby. Donc, tu as voulu jouer sur tous les tableaux, contrairement à la saison passée, puisque l'Inter a déjà joué cette saison plus de matchs que toute la saison passée. Et là, elle terminera avant le mondial des clubs à 58 matchs. Ou 59. Mais c'est un nombre très très important. Et vous me direz par exemple, oui, mais l'AC Milan n'a joué que 2 matchs en moins, qui sont en gros les 2 matchs contre le Bayern, pour résumer, puisque pour les autres compétitions, il y a eu les mêmes parcours, puisque l'AC Milan a joué le barrage de Ligue des Champions et l'Inter de son côté du huitième de finale. Sauf que l'AC Milan, on l'a vu en février, a craqué justement physiquement parce qu'elle était sur tous les tableaux. Elle était en tilt complet. Là, depuis 3 semaines, un mois, elle a le temps de travailler, fait un match par semaine. Conceição a pu travailler le 3-4-3, toutes ces choses-là. Et en championnat, il n'y a pas de pression. Donc, tu joues les matchs en sachant que c'est pas la vie à la mort. Et bizarrement, tu arrives sur un match comme ça, tu as de la fraîcheur, tu as l'enthousiasme, tu joues ta saison et tu fais ton match. L'Inter, de son côté, qui tous les 3 jours change d'objectif, change de compétition, et avec un effectif, et c'est ce point-là que je voulais évoquer, qui n'est pas un effectif de très très grand club. L'Inter n'a pas 2 équipes 3 quarts, pour reprendre une situation qui a pas mal fait le buzz en début de saison. L'Inter a sans doute le meilleur effectif de Serie A, oui. A le meilleur 11 de Serie A, oui. A la masse salariale la plus importante de Serie A, oui, même si elle n'a pas le coût de l'équipe le plus important, puisque vous le savez, l'Inter
offre des gros salaires aux joueurs qui arrivent en fin de contrat, puisqu'elle n'avait pas la puissance économique pour bien acheter des joueurs à d'autres clubs. Donc, elle a augmenté les salaires forcément, ce qui fait que ça t'augmente la masse salariale. Mais de notre côté, tu as peu d'amortissement, contrairement à la Juve et au Milan, même au Napoli, qui ont beaucoup d'investissements et donc d'amortissement. Bref, ça c'est une parenthèse, je l'évoquais dans d'autres vidéos. Mais l'Inter se comporte comme si elle était le Bayern Munich, comme si elle était le Barça, comme si elle était le Real Madrid, comme si elle était le PSG. Le Bayern Munich avait plus d'absents que l'Inter lors du quart de finale. Vous vous souvenez des joueurs qui rentrent en cours de match? Ces joueurs-là, l'Inter se les rêve. Toi, tu as Rémi qui, lorsqu'il signe, oui, on se dit, ah ben c'est un bon coup, jusqu'à parce que sa dernière saison à Porto, déjà, il y a eu des blessures, il y a moins de buts, un peu plus compliqué, mais sinon, c'est un joueur qui marquait beaucoup, qui avait l'expérience en Ligue des Champions, donc ça semblait une bonne prise. Sauf que là, dans les faits, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est un problème physique? Peut-être, mais c'est surtout un problème de personnalité. On le voit, en fait, moi, quand je le vois entrer sur le terrain, j'ai l'impression que c'est encore étranger. C'est encore étranger humainement et footballistiquement. Il n'est pas intégré à cette équipe. Et c'est pas. Les autres lui l'apprécient, ils essaient de l'aider, mais tu sens que il n'y a pas d'affinité, que voilà, il n'y a pas eu de. Et ça arrive. Alors, est-ce que ça changera s'il reste la saison prochaine ou pas? C'est un autre débat. En tout cas, voilà, il n'y a rien. Et c'est même terrible au point que je ne vais pas dire qu'il fait regretter Correa quand il le remplace au camp, mais c'est que Correa, le très peu qu'il fait, les 2-3 décrochages, les déviations, au moins tu sens qu'il y a un minimum d'esprit collectif, qu'il y a un minimum de cadre qui l'est au sein de l'équipe. Taremi, tu as l'impression qu'il joue tout seul en fait. Alors de temps en temps, il va te faire une belle ouverture pour Lautaro, comme il a fait une belle ouverture pour Arnautovic contre l'Udinese en Coupe d'Italie. Tu as 2-3 petits moments comme ça, mais c'est une action au milieu du néant à chaque fois. Et donc, c'est un gros flop au niveau du mercato, très clairement. Comme Zielinski, pour le moment, qui a peu apporté. Palacios, on n'en parle même pas, puisqu'il a été prêt à Monza où il ne joue pas. Et après, Martinez, un deuxième gardien, même s'il n'a pas fait un bon match là ce mercredi, l'ensemble fait le job. Mais bon, c'était 15 millions d'euros sur un deuxième gardien. Mais bon, c'est un autre vaste débat. En tout cas, tu te comportes. Tu as très peu d'argent, tu as construit un effectif où le premier critère, c'était que le joueur coûte peu. Donc tu prends Taremi, non pas parce que c'est ce qui te manque d'un point de vue des qualités de jeu, c'est parce que c'est pas ça dont tu avais besoin. Tu n'avais pas besoin du joueur Taremi. Tu avais besoin d'un attaquant fort, et donc tu as pris le plus fort que tu puisses trouver en fin de contrat. Alors que tu avais sûrement besoin d'un attaquant dribbleur, un Alexis Sanchez, pour caricaturer, ou d'un attaquant comme Thuram qui va te prendre la profondeur pour avoir le vrai remplaçant de Thuram et de conserver ces caractéristiques-là. Tu n'as aucun des deux avec Taremi, et c'est un problème puisqu'Arnautovic et Correa est un peu dribbleur, mais bon, c'est peine perdue. En plus, tu voulais le faire partir. Donc, normalement, il ne devait même pas être dans l'effectif. Donc voilà, donc tu te comportes en disant, nous, on est fort, nous, on est l'Inter, nous, on veut jouer sur tous les tableaux, sauf que tu es le 14e club, 14e club européen au niveau des moyens financiers. Donc, tu n'es pas le Real Madrid, tu n'es pas le Barça, tu n'es pas le Bayern. Ces clubs-là tentent le triplé, oui, comme toi tu l'as tenté et réussi en 2010, ok, mais même à l'époque, même si le banc n'était pas ultra long, il y avait quand même il y avait des vrais remplaçants, tu avais un vrai fort 11. Donc c'est tout ça en fait, c'est le fait que les dirigeants aient mis un objectif et que Simone Inzaghi de son côté, il dit ok, et du coup il se retrouve en première ligne à être critiqué pour les résultats. Il le sera encore plus s'il n'y a pas de titre à la fin de la saison, alors qu'il a fait l'erreur, selon moi, au moins médiatique, parce qu'après, en interne, on n'y est pas, on ne sait pas ce qu'il a vraiment dit à ses dirigeants au niveau du mercato, au niveau des objectifs. En tout cas, de tout prendre sur ses épaules en disant, oui, nous, on est l'Inter, on joue sur tous les matchs, on ne choisit pas, on est en course dans tous les tableaux, le geste 3, tout ça pour rappeler qu'on était en ligne sur 3 tableaux, toutes ces choses-là. Donc, il a pris le poids sur ses épaules, le poids aussi médiatique, et donc, forcément, il le paiera si à la fin de la saison, il n'y a pas au moins un trophée, à savoir soit le championnat, soit la Champions League, où, objectivement, actuellement, tu te retrouves favori dans aucune des deux. Parce que même si en championnat, le Napoli ne fait pas un parcours magnifique, là, toi, tu es clairement sur les jantes. Tu dois affronter la Roma, tu dois aller à Turin pour affronter le Torino, tu dois affronter la Lazio, tu dois affronter Como, qui est une équipe complètement décomplexée. Tu as un calendrier qui est
plus pesant que celui du Napoli. Et tu as ces 2 matchs accessoirement contre le Barça au milieu qui vont te peser beaucoup. Or, je le disais, actuellement, tu joues 60 minutes. Donc, et tu n'as pas le temps de récupérer de l'énergie. Tu vas sûrement récupérer Dumfries, Thuram et Zielinski contre Rome, pas sûr. Tu espères les avoir contre Barcelone au moins. Mais bon, ils ne seront pas à 100%. Donc, voilà, tu vas falloir que tu gères ces prochains matchs comme cela. Et juste pour terminer, est-ce que l'Inter, avec 0 trophée, ce sera un échec? Moi, je vous réponds déjà maintenant. Je prends de l'avance, on est le 24 avril, je ne vous réponds pas au 31 mai. Non, ce sera une réussite la saison, parce que l'objectif de la saison de l'Inter, c'est de gagner de l'argent. Puis, si tu gagnes des trophées, très bien, mais c'est gagner de l'argent. Et tu as pris 118 millions d'euros hors billetterie en Ligue des Champions. Tu prendras entre 88 et 97 millions, plus ou moins, en championnat, si tu finis premier ou deuxième. Parce que la marge entre premier et deuxième, pour vous faire court, la marge entre premier et deuxième de Serie A, tu l'as. Rien qu'avec la billetterie du match entre le Barça, c'est plus que comblé. Je crois que elle est 2 fois comblée. Donc, voilà, ça résume un petit peu que il vaut mieux finir deuxième en championnat et aller en demi-finale de Ligue des Champions que gagner le championnat et, comme la saison passée, sortir en huitième finale de Ligue des Champions. Donc, d'un point de vue financier, la saison passée, l'objectif, il était sportif, deuxième étoile, championnat à fond. La Coupe d'Italie avait été bazardée plus ou moins d'entrée. La Ligue des Champions, gestion tout au long du parcours, ce qui fait que tu finis deuxième de ton groupe et que tu as le match retour à l'extérieur contre l'Atlético. Après, bon, on va pas revenir sur ces matchs-là, mais voilà, tu avais fait un choix cette saison. Même en faisant un petit peu de turnover en Ligue des Champions, malgré tout, tu le fais parce que tu es toujours dans les top 5, top 6 au classement, donc tu sais que tu peux te le permettre. Et tu évites comme ça les barrages et compagnie. Et tu prends de l'argent, tu prends de l'argent, tu prends de l'argent. Vous avez sûrement vu les prix sortir pour la demi-finale qui, et je peux comprendre, crée pas mal de tension au niveau des supporters parce que les prix sont très élevés et donc voilà, ça devient vraiment un luxe d'aller voir un match de l'Inter toujours plus. Et donc, il va y avoir encore un record certainement de recettes pour ce match. Et donc voilà, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent. Et si tu peux gagner un championnat ou encore mieux une Ligue des Champions au milieu, parfait. Mais très clairement, le choix du club, c'est l'argent, puis le sportif, sachant que le sportif, bien sûr, t'amène de l'argent, puisque c'est au niveau bien commercial, encore que l'Inter a le plus de marge de progression. On en a parlé dans précédente vidéo. Donc voilà, donc puisque le choix, c'est l'argent, l'objectif est réussi. Et donc, il n'y a pas à contester, même s'il y a des erreurs, on pourra faire les bilans encore une fois sur la gestion d'Inzaghi de certains cas, les joueurs. Mais moi qui les suis tous les 3 jours, dernier mot, qui les ai vus contre le Bayern, qui les ai vus contre l'Udinese, qui les ai vus à Bologne, ou même là ce mercredi. Moi, c'est un groupe, c'est un staff, j'ai plus envie de les féliciter que de les critiquer. Ils font pas tout parfaitement, mais ils sont très clairement en sur-régime. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent et même plus. Quasiment tous, en tout cas. Et même ceux qui ne répondent pas à présent, je pense qu'ils ne font pas exprès. Il y a sûrement d'autres problèmes, d'autres thématiques plus profondes. Mais en tout cas, voilà, c'est un groupe, et surtout les cadres, ceux qui jouent tous les 3 jours, les Bastoni, les Barella, Lautaro, les Acerbi, qui, malgré son âge, encore une fois, enchaîne les matchs. Je vais pas, enfin voilà, j'en oublie, bien sûr. Et puis, en haut de tous, un Simone Inzaghi qui, tous les 3 jours, est aussi là à chercher des solutions. Il est entre la gestion et la performance. Il est comme ça toujours à jongler au maximum, comme il peut, sans que ce soit parfait, bien sûr. Mais moi, de tout cela, j'ai plus envie de malgré tout les féliciter et leur dire, il vous reste un mois. Après, il y aura encore le mondial des clubs. Oui, c'est un peu un tunnel sans fin, c'est vrai. On le sent beaucoup dans les déclarations des joueurs depuis pas mal de temps. Il y a vraiment une lassitude qui semble. Elle est physique, mais elle est encore plus mentale. On a l'impression que mentalement, les joueurs sont fatigués encore plus parce que tous les 3 jours, tu es encore remis. Et ce que nous ont habitués des monstres comme les Cristiano Ronaldo, les Messi et compagnie, c'est quasiment unique. Ce n'est pas le normal, c'est l'exception. Et même si ce sont des champions, ce socle-là de l'Inter, malgré tout, ils ne sont pas encore sur ce palier-là de joueurs. Petit à petit, ils progressent dans leur carrière. Mais si l'Inter a un effectif très âgé, malgré tout, ce socle, Di Marco, Barella, Bastoni, Lautaro, ce sont des joueurs qui ont 26, 27, 28 ans, donc ils ont encore quelques marges de progression, notamment sur le vécu, notamment sur ces choses-là aussi, d'enchaîner les performances, comme le font seulement les très, très grands champions.
Donc voilà, c'est aussi ça, d'un point de vue mental, réussir à tous les 3 jours à se remettre. Et même on le voit, enfin, c'est bien beau de se concentrer sur l'Inter, mais on le voit, Liverpool par exemple, voilà, contre le PSG, ils n'ont pas fait le match de leur vie. Le PSG a été très très bon, mais Mo Salah par exemple, sur l'aller-retour, il n'a pas fait, alors qu'il fait une saison stratosphérique, il n'a pas réussi à faire la différence sur ces matchs-là. Donc tu ne peux pas demander à des joueurs tous les 3 jours de toujours être parfait. Donc c'est comme ça. Bref, je m'arrête là, sinon je fais trop long. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, oh, regardez, c'est le dernier. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez vous abonner, vous devez vous abonner. Vous mettez un petit like, vous partagez, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera aussi sur Canal Inter en version podcast prochainement. Et puis niente. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.